Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté cette invitation un peu spéciale, virtuelle comme tant d'autres en ce moment. Vous le savez, on est dans une pas pire crise en ce moment. Et pendant cette crise, il circule toutes sortes de choses. Vous le savez, des théories farfelues, des théories complotistes, de la désinformation. Par contre, vous vous en êtes peut-être rendu compte, on est aussi dans une époque très spéciale où les scientifiques ont de l'espace médiatique. Les scientifiques sont même écoutés par nos dirigeants politiques. Certaines de leurs décisions, on s'en rend compte, sont motivées, inspirées par la science. Et si ça pouvait durer? C'est un peu le pari qu'on prend avec cette série d'entretiens. Si ça pouvait durer, si ça pouvait s'étendre à d'autres enjeux, comme la crise climatique, par exemple. Alors, on va lancer cette idée-là, pas comme une utopie, comme quelque chose qui pourrait être réaliste, si on se mettait à écouter la science un peu plus. Et aujourd'hui, on va commencer en parlant d'eau. On ne peut pas, évidemment, nier que l'eau est pas mal au cœur de la vie. Alors, pour parler d'eau aujourd'hui, une grande spécialiste, Marie Larocque. Bonjour, Marie Larocque. Marie Larocque, formée en génie civil à Polytechnique, qui est professeure d'hydrogéologie au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'UQAM depuis 2000, qui a publié des articles. J'ai envie de vous demander de nous dire le plus simplement possible, Marie Larocque, qu'est-ce que c'est votre champ d'intérêt principal? En tant qu'hydrogéologue, je m'intéresse aux eaux souterraines, mais particulièrement aux portions du territoire où l'eau souterraine revient à la surface. Donc, ce qu'on peut appeler les interactions ou des échanges entre nos réservoirs souterrains puis les lacs, les rivières, les milieux humides, par exemple. Ouais. On ne peut pas commencer en prétendant qu'il y a une immense crise de l'eau au Québec. On parle toujours de l'abondance de l'eau au Québec. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux à surveiller. Si je vous demandais en ce moment, qu'est-ce qui menace le plus, je dirais, à long terme, notre rapport avec l'eau de qualité qu'on est censé avoir en abondance? Vous avez raison, il n'y a pas de crise de l'eau au Québec comme il peut en avoir ailleurs. Si on pense au sud-ouest des États-Unis, par exemple, ou à des endroits au Moyen-Orient, en fait, plusieurs endroits en Afrique aussi, on n'a pas cette crise-là. On a vraiment beaucoup d'eau au Québec. Je pense le défi, c'est que peut-être parce qu'on en a beaucoup, qu'on s'en préoccupe peut-être pas autant qu'on devrait, parce qu'il y a des pressions climatiques. Si on parle d'eau, on parle aussi de crise climatique. Le lien est direct. Ils sont là aussi au Québec, les pressions climatiques et les pressions de l'humain sur le territoire et l'usage qu'on fait de notre territoire et de l'eau qu'on retrouve aussi. Donc, je pense que les problèmes sont criants déjà à certains endroits et on les reconnaît pas comme tels. Bon. Alors, s'il y avait, comme dans le cas de la COVID, ce qu'on appelle une courbe à aplanir, la première courbe, est-ce que ce serait l'ignorance qu'il faudrait aplanir, essayer qu'on soit plus informé, qu'on comprenne mieux les systèmes liés à l'eau? Oui, on n'a jamais assez de connaissances, là, c'est certain. En tant que scientifique, on veut toujours savoir un peu plus comment ce qu'on étudie fonctionne. On a beaucoup de connaissances sur l'eau de surface au Québec, mais on en a très peu sur l'eau souterraine. Alors, on va prendre le temps justement d'expliquer qu'est-ce que c'est le rapport entre l'eau de surface puis l'eau souterraine, puis à quel moment... Bon, il y a des gens qui ont des puits artésiens dans plusieurs régions du Québec, évidemment, là. Mais à quel moment l'eau souterraine, à part cette ponction-là qu'on fait par des puits artésiens, elle nous rend des services? Comment elle nous rend plein de services? Alors, il faut penser à l'eau comme une seule et même ressource. Hein. Tout le monde se rappelle des images du cycle de l'eau là, qu'on a vu à l'école et puis que je monte encore en classe aussi. Donc, toute l'eau, en fait, ne fait que circuler, passe d'un réservoir à l'autre. Et quand elle s'est infiltrée à travers le sol, puis elle va venir renouveler la nappe qui est dans l'aquifère, bien, elle va ensuite séjourner très, très longuement dans le réservoir souterrain. Alors qu'à la surface, ça circule très vite. Donc, on a des vitesses de circulation, des temps de séjour, si on veut, qui sont très, très différents. Mais l'eau souterraine finit par revenir à la surface, que ce soit dans l'océan ou les rivières, les lacs, les milieux humides. Et là, elle va s'évaporer à nouveau et se réinfiltrer un peu plus loin. Donc, tout ça, c'est lié. Si on fait une ponction à un endroit, si on pompe l'eau souterraine à un certain endroit, bien, on va diminuer la pression, si on veut, qu'on a dans le réservoir, les niveaux d'eau, et on pourrait assécher un milieu humide, on pourrait assécher la rivière qui est à côté en période estivale, quand il fait très chaud l'été puis qu'il pleut pas. Et là, bien, il va y avoir moins d'eau dans ces réservoirs-là à nouveau, donc le cycle va être entravé à un certain endroit. Et c'est cette
approche intégrée de l'eau qu'on n'a pas. Et quand on dit approche intégrée, ça veut dire pouvoir faire des calculs, pouvoir comptabiliser où est-ce qu'il y a de l'eau puis où est-ce qu'on en a besoin? Oui, puis on veut savoir l'effet de nos actions aussi. Ah oui. Dans un réservoir, l'effet que ça va avoir sur l'autre réservoir aussi. Oui. Et si on doit planifier un nouveau pompage pour une alimentation en eau potable ou une nouvelle activité dans un certain territoire, on veut connaître les effets sur l'ensemble du cycle de l'eau. Et justement, il y a eu, au tout début de l'été, le commissaire au développement durable, il y a eu une publication d'un rapport assez sévère. Hein? On lisait une manchette qui disait « Le Québec procède 3 % des réserves en eau douce renouvelable de la planète, mais cette richesse n'est pas bien protégée par l'État. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Marie? Oui, je pense qu'on ne fait pas une bonne gestion de notre eau au Québec. On dit qu'on fait de la gestion intégrée de l'eau, mais ce n'est pas le cas. On travaille surtout avec des réservoirs séparés et avec des réglementations qui vont aborder les actions de manière distincte. Et on ne fait pas beaucoup de connexions entre tout ça. On commence à avoir de la donnée. Et la donnée n'est même plus une excuse pour le manque de données n'est plus une excuse pour ne pas faire les choses. Il faut arrêter de voir les réservoirs dans des blocs séparés qui ne se parlent pas. Il faut que les ministères arrêtent de travailler séparément. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement ne travaillent pas simultanément sur les mêmes enjeux. Donc, il faut connecter l'action de l'homme sur le territoire avec le climat pour être capable de vraiment gérer de manière intégrée. Donc, il y a le système de l'eau, vous avez dit, qui lui-même est un grand cycle, mais il faudrait que notre action par rapport à l'eau soit aussi cohérente que le système l'est lui-même. Tout à fait. Bon. Alors, il y a un terme qui revient quand on parle de l'eau et qui est assez technique, mais j'aimerais ça que vous essayiez de nous expliquer, Marie Larocque, qu'est-ce que c'est un bassin versant? Parce que je pense que quand on veut penser à la gestion intégrée de l'eau, je pense que c'est un élément clé qui pourrait devenir un outil important dans la conversation. Oui, c'est effectivement très important. À peu près partout dans le monde, je pense qu'on fait de la gestion de l'eau par bassin versant. Et au Québec, depuis maintenant une vingtaine d'années, on le fait aussi. Jusqu'à un certain point, on le fait relativement bien. Un bassin versant, c'est l'espace géographique, si vous voulez, qui va venir concentrer l'eau à un certain endroit. Donc, une goutte d'eau qui tombe à l'intérieur du bassin versant va nécessairement se retrouver à l'exutoire du bassin. Donc, c'est la surface qui concentre, si vous voulez, un peu comme un entonnoir. Mais on va toujours, comme il y a le mot versant dans le bassin versant, on va toujours le définir un peu par son embouchure, l'endroit où tout débouche? C'est ça. C'est défini de manière topographique, là, avec la surface. M'en nommer une coupe avec des endroits qu'on connaît, par exemple? Parce que c'est des secteurs sur lesquels je travaille en ce moment, bassin versant de la Rivière-du-Nord, bassin versant de la Rivière-Rouge. Les organismes qui vont travailler à l'échelle des bassins versants, donc on appelle les organismes de bassins versants, travaillent sur des grandes surfaces. Ouais. Donc, on parle de milliers de kilomètres carrés. très souvent. Donc, plusieurs municipalités. Plusieurs municipalités, plusieurs MRC, beaucoup de niveaux de gestion différents. Oui. Par contre, la notion de bassin versant, un bassin versant, ça peut avoir 1 kilomètre carré. Ça peut être très, très petit. Ah, oui. Mais on gère au Québec sur des surfaces qui sont beaucoup plus grandes. Parce que pour avoir des plus grandes entités de gestion, c'est peut-être plus facile de le faire comme ça. Mais il y a certains bassins versants qui, naturellement, donc, occupent des milliers de kilomètres carrés. Oui. Parce que tout ça s'en va vers une issue commune. C'est fascinant. Alors, ça veut dire que il faut passer par-dessus, j'imagine, plusieurs juridictions. Puis c'est là que ça devient compliqué d'avoir un organisme qui va lever la main puis qui va dire « Hey, on fait pas bien notre job », puis qui va aller cogner sur l'épaule d'une municipalité. Est-ce qu'il y a un risque, des fois, d'effet domino? C'est pas de ma faute, c'est de ta faute, c'est pas de notre faute, c'est de sa faute à lui en amont? Oui, mais les organismes de bassin versant, comme on les appelle au Québec, c'est des tables de concertation. En fait, ils sont composés des acteurs sur le territoire, donc des représentants des municipalités, des MRC, des différents autres acteurs aussi là, qui pourraient avoir leur mot à dire sur la gestion de l'eau sur le territoire. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place en fait, leur mandat, c'est de mettre en place un plan directeur de l'eau qui se veut un plan pour la gestion, 5, 7 ou 8 ans, je me souviens plus exactement des durées. En fait, une proposition de plan de gestion
qui va faire par rapport auquel tout le monde va être d'accord. Oui. Mais on va se baser sur quel genre d'enjeu? Est-ce qu'on va dire, on se rend compte, disons, que tel lac dans notre bassin versant a tendance à s'assécher beaucoup trop en été? Est-ce qu'on va cibler des problèmes concrets comme ça? Oui, exactement. On va identifier avec les acteurs les problèmes qui peuvent être de qualité, de quantité, qui peuvent être de vulnérabilité aussi. Il y a des secteurs où il y a peut-être plus de risques d'avoir une pollution ou une dégradation. Donc, c'est vraiment les enjeux locaux. Puis, un organisme de bassin versant pourrait cibler des enjeux tout à fait différents des enjeux qui sont sur le bassin voisin parce que les acteurs sont différents, mais peut-être aussi parce que là, on a plus de forêts d'un côté, on a plus d'agriculture de l'autre, on a plus d'industrie, etc. Donc, c'est quelque chose qui doit être rédigé pour représenter vraiment le vécu des gens sur le terrain. Alors, je sais que vous êtes pas une politicienne, Marie Larocque, mais est-ce que les organisations de bassin versant, est-ce que ce concept-là, il est compris de nos décideurs politiques? Oui, je pense qu'il est compris. Je pense qu'il n'est pas reconnu à sa pleine valeur. Est-ce qu'il est utilisé? Pas autant qu'il devrait l'être. Okay. En fait, les organismes de bassin versant doivent être des tables de concertation, rédiger un plan directeur de l'eau, mais c'est ensuite le gouvernement provincial qui prend les décisions par rapport à la gestion. Les organismes n'ont pas tant de voix au chapitre, ne font pas la gestion eux-mêmes. Ils vont concerter les acteurs, mais ne peuvent pas prendre de décision par rapport à comment les choses se font. Alors là, on se retrouve aussi, j'imagine, parce qu'un gouvernement comme le gouvernement du Québec aurait quel pouvoir, en fait, ou devrait avoir quel pouvoir pour qu'on puisse mieux faire une meilleure gestion intégrée de l'eau dans les bassins versants? En fait, c'est les gens qui sont sur le terrain, les organismes de bassin versant font un travail excellent. Ils sont reconnus aussi pour la qualité de ce qu'ils font, mais parce qu'ils n'ont pas beaucoup de manettes qu'ils peuvent activer pour faire changer les choses, bien, ils restent toujours un peu en plan parce que c'est pas eux qui prennent les décisions. Alors, les décisions se prennent essentiellement au central, à Québec, dans les ministères. Et là, bien, on a une plus grande distance par rapport aux enjeux. On veut prendre les décisions à l'échelle du Québec. Donc, c'est moins concret. On n'arrive pas à mettre en œuvre ce qui devrait être mis en œuvre parce que pour vraiment répondre aux besoins que les acteurs ont identifiés. Parce que les acteurs, ils les connaissent, les besoins. Ils connaissent souvent une partie des solutions, d'ailleurs, aussi. Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple concret, disons, d'un problème qu'on trouve dans un bassin versant, on n'est même pas obligé de le nommer, et pour lequel on se rend compte que là, l'arrimage ne se fait pas nécessairement bien entre toutes les parties impliquées, ou alors où on commence à explorer des solutions? Oui. Comme je travaille beaucoup aux interfaces maintenant et beaucoup avec les milieux humides, en fait, ce qu'on appelle les milieux naturels dépendants des eaux souterraines, donc ceux qui ont besoin de l'eau souterraine pour fonctionner, je me suis intéressée beaucoup aux tourbières dans les dernières années. Puis, il y a un exemple, une situation assez intéressante qui rejoint ce que vous dites, où on a des milieux humides, des tourbières essentiellement, qui se sont développés près de formations géologiques de sable qui sont très, très perméables et qui fournissent beaucoup d'eau. Historiquement, donc la tourbière était très vaste. Elle est beaucoup moins maintenant parce que pour toutes sortes de raisons de développement. Mais maintenant, l'agriculture, c'est une agriculture qui demande de l'irrigation. Et l'eau que les agriculteurs vont chercher est de l'eau qui provient, qui est à la limite du milieu humide, si vous voulez. Donc, on se trouve un petit peu à assécher la tourbière pour faire de l'agriculture? Oui, pas directement, on ne va pas pomper dans le milieu humide, mais on contribue comme ça à baisser les niveaux d'eau dans le milieu humide. Ceci dit, c'est pas le seul facteur qui contribue à baisser les niveaux d'eau. C'est probablement aussi le drainage des terres agricoles dans toute la région qui contribue à une baisse de niveau. Et quand on dit baisse de niveau d'eau dans une tourbière, on dit aussi plus d'oxygénation de la tourbe, donc probablement un relargage du carbone par ailleurs. Les tourbières, c'est des puits de carbone
On veut que le carbone y reste là le plus longtemps possible. Donc ça, c'est une chose, mais en baissant les niveaux d'eau dans la tourbe, on va aussi favoriser l'implantation d'espèces ligneuses. Donc, les arbres se mettent à pousser. Les arbres se mettent à pousser. Ce qui complique la vie des agriculteurs? Pas tellement, non. Mais ce qui vient par un cercle vicieux, si vous voulez, plus qu'il y a d'arbres, bien, les arbres vont pomper plus d'eau et là, les niveaux vont baisser encore plus. D'accord. Et il y a au moins une étude là, qui a montré dans cette région-là que depuis 50-60 ans, il y a eu une invasion très, très marquée des arbres au sein de cette tourbière. Et moi, je la connais depuis 20 ans. Et j'ai vu une différence en 20 ans sur le milieu lui-même. Donc, c'est le type c'est un exemple de conflit d'usage, en fait. Et un conflit d'usage, en fait, les agriculteurs, c'est eux qui produisent le maraîcher nous, on consomme. Donc, on a besoin de cette eau-là parce qu'on veut consommer local aussi, mais on doit tenir compte aussi des besoins de l'écosystème. Et on ne le fait pas, ou on ne l'a pas fait. Ouais. Et là, maintenant, il y a un mouvement pour aller vers une meilleure compréhension intégrée de ces systèmes. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va faire du jour au lendemain. Mais je vous écoute, Marie Larocque, puis je me dis que si on veut que ces problèmes de conflits d'usage se vivent de mieux en mieux, ça va prendre à la même table, pas juste des spécialistes de l'eau comme vous, mais probablement un agronome, quelqu'un qui est un spécialiste de l'utilisation du territoire. Est-ce qu'on commence à voir dans votre domaine de l'interdisciplinaire? Oui, puis c'est super important. Je pense que c'est crucial pour mettre en place la gestion intégrée des ressources en eau. Évidemment, l'hydrologue est important, l'hydrogéologue aussi, mais l'agronome est tout aussi important parce qu'il peut comprendre la quantité d'eau que les plantes ont besoin. Et le botaniste est important aussi parce qu'il connaît le milieu naturel et les plantes qui doivent y pousser, les contraintes dans ces milieux naturels de baisse de niveau de nappe. Cette plante-là, elle ne peut pas tolérer 1 mètre de baisse de niveau de nappe. Ouais. Donc, on a besoin de ces scientifiques, puis aussi, on a besoin des gestionnaires. On a besoin des sociologues. On a besoin des gens qui sont capables de faciliter le transfert et la mobilisation des connaissances. Ouais. Il y a une question qui nous parvient. Je suis étonnée que le gouvernement du Québec, après avoir réalisé les différents projets PACES, P-A-C-E-S. On dit PACES. PACES, sur le territoire méridional du Québec, n'a pas profité du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection pour inclure les eaux souterraines dans les études de vulnérabilité des sources d'eau potable. C'est un peu plus long encore, une question de François Proulx. Est-ce qu'effectivement, vous êtes au courant ça me semble effectivement étonnant que les eaux souterraines ne soient pas incluses dans les études de vulnérabilité des sources d'eau potable. Oui, elles le sont. Elles le sont. Le règlement pour la protection, le prélèvement des eaux et leur protection, le RPEP, concerne à la fois les eaux souterraines et les eaux de surface. Et oui, pour les eaux souterraines, la réglementation était même assez stricte de protection autour d'un puits qui va servir à l'alimentation de plus de tant de personnes en pompant un certain débit. On doit respecter certains critères pour protéger, mais là, on va parler de protéger la qualité de l'eau. Ah oui! Et non pas la quantité. Et non pas, OK, parce que quand vous parlez de l'environnement immédiat d'un puits, je comprends, mais là... Comme vous nous avez fait comprendre que c'est un bassin versant, ça suffit pas, là. S'il faut protéger la quantité puis le renouvellement, il faut aller plus large. Oui, voilà. Il faut aller plus large. C'est peut-être ce que notre auditeur voulait dire dans ce sens-là. Oui, le RPEP concerne strictement la qualité de l'eau. Ah, d'accord. À la fois pour l'eau de surface et l'eau souterraine. Mm-hmm. Mais vous savez, un milieu humide, il est alimenté directement par l'eau qui est autour, mais parfois, il va recevoir de l'eau qui provient complètement de l'amont du bassin versant. Et parfois, on a du mal à établir ces relations d'entrée-sortie. À première vue, ne sont peut-être pas toujours évidentes. Mais des études montrent que si on pompe beaucoup sur un bassin versant, même si on est à des dizaines de kilomètres d'un milieu humide, par exemple côtier, on peut avoir un effet. On peut avoir un impact en rabaissant les niveaux d'eau dans la nappe, même si on est loin. Alors, qui, Marie Larocque, dans toute la chaîne de décision, devrait le plus souvent penser en termes de bassin versant? Penser bassin versant, là. Est-ce que c'est les maires des différentes municipalités? Est-ce que c'est le ministre de l'Environnement? À qui incombe cette responsabilité le plus?
Je pense qu'elle incombe à tout le monde, de l'individu. Même l'agriculteur doit penser en termes de bassin versant. Tout le monde devrait savoir ça. Oui. Je vous dirais que les organismes de bassin versant font d'ailleurs beaucoup de travail dans ce sens-là pour aller rejoindre la population qui habite le bassin pour faire de la sensibilisation, des journées des journées de nettoyage, mais des journées de présentation, des foires. En tout cas, ils sont vraiment, vraiment présents sur le terrain. Et je pense que c'est probablement extrêmement important de commencer par la base aussi. Donc, qu'on soit fier d'habiter ce bassin et de connaître ce milieu humide, de s'approprier le milieu, parce que c'est en se l'appropriant qu'on on est attaché à notre milieu aussi. Et si on sait comment il fonctionne, on va vouloir le protéger. Alors, parlons un peu de milieu humide, justement. C'est votre... je dirais qu'il y a là un concept... quand j'étais petite, un milieu humide, c'était quelque chose qu'il fallait contourner ou dont il fallait chercher à se débarrasser. Hein? Il y a la Hollande qui a été construite comme ça, en se débarrassant de milieux humides, là, mais ça fait quelques décennies maintenant évidemment, qu'on commence à bien comprendre leur importance. Mais en termes, on parle souvent de la biodiversité, de la faune, de la flore et tout, mais en termes d'eau souterraine, quel rôle le milieu humide joue? On va parler des fonctions hydrologiques des milieux humides. Certains milieux humides vont être alimentés par l'eau souterraine. Donc, la connexion est vraiment de la formation géologique aquifère, donc celle qui contient de l'eau, vers le milieu humide. Dans d'autres cas, le milieu humide va alimenter l'aquifère. Ah bon? Parce que ça va dans les deux sens. Je ne savais pas que l'eau pouvait remonter dans un milieu humide aussi. Oui, l'eau peut remonter. Et il y a des milieux humides à travers lesquels l'eau souterraine ne fait que circuler. Elle rentre et reste un certain temps dans le milieu humide et va ressortir en aval. Donc, ça vient ralentir l'écoulement, si vous voulez. À l'échelle d'un bassin versant, les milieux humides jouent un rôle de tampon aussi. En fait, comme toutes les cuvettes ou les forêts, tout ce qui peut ralentir l'eau sur un bassin versant peut contribuer à diminuer les crues très graves et importantes qu'on observe à l'aval et qui semblent se produire de manière plus fréquente depuis 2 décennies à peu près. Donc, les milieux humides sont connectés à l'ensemble du cycle de l'eau. Vous venez d'employer 2 mots, ralentir l'eau. Ralentir l'eau, est-ce que ça pourrait être un genre de mot d'ordre qui amène dans votre domaine surtout du positif quand on ralentit l'eau? Ah oui. C'est un terme que je vais utiliser souvent dans mon enseignement puis dans mon action. Hein. Pourquoi on doit chercher à ralentir l'eau, Marie Larocque? Bien, la crise climatique actuelle en fait, peut-être il faut dire un peu c'est quoi la condition au Québec. Là. On s'attend à ce qu'on ait plus d'eau qu'on en a maintenant au Québec. Avec les changements climatiques? Avec les changements climatiques. Probablement plus d'eau, mais pas nécessairement répartie de la même façon dans l'année. Des étés probablement plus secs et avec plus d'événements pluvieux importants, donc des gros orages, beaucoup de pluie dans une courte période de temps. Donc, ça, c'est assez typique, ces effets beaucoup plus marqués ponctuellement dans le temps, dans un contexte de changement climatique. Et on a une impression d'accélération du cycle hydrologique, si vous voulez. Et pourquoi c'est pas bon qu'il s'accélère s'il continue à être un cycle? Ah, oui, il continue toujours à être un cycle. La quantité d'eau est finie sur la Terre, hein? Donc l'eau ne fait que circuler. Et en quoi c'est néfaste qu'il tourne plus vite, ce cycle-là? Bien, si on a des crues importantes, ça fait des bons dégâts. Ça fait des bons dégâts. Les derniers printemps nous l'ont montré. Beaucoup d'eau qui arrive en même temps, tout d'un coup, sur des bassins bien saturés et avec peut-être une mauvaise gestion sur des barrages ou je ne sais trop, c'est sur le bassin versant. Une convergence de problèmes, mais un gros coup d'eau, c'est des grands problèmes pour la population qui habite autour. Mais si on a, par exemple, une grosse pluie estivale qui arrive, bien, dans le cours d'eau, ça veut dire de l'érosion. Ça veut dire du transport aussi de polluants par la matière en suspension dans le cours d'eau et aggravation de problèmes de qualité de l'eau dans les milieux récepteurs par la suite. Hein. Très intéressant. Donc, si je prends le mot d'ordre ralentir l'eau, qu'est-ce qu'un citoyen, qu'est-ce que l'individu peut faire, qu'est-ce que collectivement on peut faire? Individuellement, on a
pas beaucoup de leviers d'action parce qu'on n'habite pas tous à côté d'un milieu humide où on pourrait décider de faire ou non un développement. Mais même en ville, on commence à nous donner des idées pour ça, quand même? Oui, mais c'est pas à titre... Oui, à titre d'individu, si vous voulez. C'est-à-dire que l'eau que nos gouttières vont récolter, on va l'envoyer sur la pelouse au lieu de l'envoyer directement dans l'égout, par exemple. Essayer d'avoir moins d'asphalte autour des maisons aussi. Moins d'asphalte, des ruelles. Il y avait une nouvelle là-dessus. Des ruelles vertes avec de l'eau, des espaces pour que l'eau s'infiltre. Ce sont des actions qui sont, oui, collectives jusqu'à un certain point, et individuelles, pardon, jusqu'à un certain point. À cheval entre les deux, parfois, oui. Oui, peut-être aussi. Oui. Individuellement, je pense qu'on peut être conscientisé. On peut adopter un milieu humide, pourquoi pas. Hein? Il y a des projets comme ça, adopter une rivière parce qu'on y tient puis on veut la protéger. On peut faire des pressions aussi auprès de nos élus pour justement mettre ces ruelles perméables en place. Les interventions se font souvent juste au niveau un peu plus élevé, au niveau des municipalités. Puis comme individu, on peut avoir un mot à dire là aussi. D'accord. Mais alors collectivement, justement, qu'est-ce que c'est les gestes concrets que les municipalités, par exemple, peuvent poser pour, je reviens encore à cette idée de ralentir l'eau? On veut, sur un territoire municipal, par exemple, si on pense à Montréal, où les usages sont très, très urbains, mais même dans cette trame urbaine, on a des cours d'eau. Il y a des développements dans l'est de l'île en ce moment et des gros projets pour rétablir des cours d'eau qui avaient été canalisés. Et quand on pense à un cours d'eau canalisé, on pense à un cours d'eau dans un tuyau sous terre, essentiellement, carrément, oui. Et on veut les ramener à la surface, ramener des berges qui sont vertes, où il y a des arbres. On veut que les gens puissent y avoir accès, ça c'est une chose, mais on veut aussi ralentir l'écoulement en faisant ça. D'autres municipalités, peut-être en région un petit peu plus agricole, peuvent avoir des cours d'eau sur leur territoire et peuvent décider comment on gère les rives de ces cours d'eau-là. Il y a un concept assez intéressant qui a été développé par des collègues à moi dans les dernières années, puis auquel j'ai un peu participé. C'est le concept de l'espace de liberté. Donc, laisser l'espace aux rivières pour qu'elles reprennent leur sinuosité naturelle. Alors, une municipalité peut prendre des décisions par rapport à comment on va développer proche de la rivière dans mon patelin, dans mon bout de territoire où moi j'ai mon mot à dire. Donc, si on donne peut-être on va racheter une partie des terres aux agriculteurs ou je ne sais trop comment on va conserver ces espaces-là, mais si on peut agir pour faire en sorte que l'eau va ralentir sur le territoire, et ça à toutes les échelles. On peut le voir alors, en terminant, s'il y avait une chose à corriger dans les attitudes, que ce soit collective, politique, peu importe à quelle échelle, s'il y a une chose qu'il fallait urgemment corriger, Marie Larocque, qu'est-ce que ce serait? Une seule. Je vous en donne 2 ou 3, alors. Oui. Je pense qu'on a un rôle en tant que scientifique de faire... de transformer notre connaissance en quelque chose qui peut être utile pour tout le monde. Donc, Est-ce qu'on pourrait dire qu'il faudrait, entre autres, valoriser l'eau aussi chez les gens, que les gens aient une espèce de... En fait, souvent, on protège bien ce qu'on aime, que les gens aient une espèce de conscience de la richesse de... Je pense que ça fait beaucoup partie de notre patrimoine collectif, l'eau, mais on baigne dans l'eau, hein? On en a beaucoup au Québec. Alors, on la tient pour acquis. On la tient pour acquis, oui, tout à fait, voilà, vous avez le bon mot. Donc, je pense qu'il y a probablement de l'éducation à faire sur l'importance de la protéger, puis l'importance de la protéger l'importance globale de la protéger. Oui. Donc, c'est pas juste parce que, oui, on a eu un été sec, puis bon, tu sais, où est-ce qu'on s'en va après? Ça change pas grand-chose. Je vais continuer à faire mes activités habituelles. Mais on a... Toutes nos actions, en fait, ont des effets sur l'eau à l'échelle des bassins versants. Et on doit... il faut avoir une meilleure compréhension de ça. Mais je pense qu'il faudrait qu'on soit capable de mettre le bassin versant au cœur. Ouais. Puis penser bassin versant, je pense que c'est une belle formule parce c'est vraiment au cœur de nos actions.
Et ça implique qu'il faut leur donner plus de ressources aussi. Donc, ça Alors, résume justement, plein de choses. Sylvain Lapointe, qui est directeur général adjoint de Covabar, de l'OBV, l'Organisation du bassin versant de Richelieu, qui dit bravo d'avoir si bien apporté la notion de bassin versant et le rôle des organismes de bassin versant. Alors, effectivement, donc, pensez en termes de bassin versant. Essayez aussi, est-ce qu'on pourrait dire, suite à ce rapport quand même du commissaire au développement durable, essayer d'avoir une véritable gestion intégrée de l'eau? Ça semble encore manquer. Je pense que c'est absolument nécessaire. Avec les premières décennies du 21e siècle nous montrent que les problèmes ne diminuent pas. Et on se doit de protéger l'eau de manière intégrée pour nous immédiatement, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, jusqu'à la fin du siècle, si on peut planifier à cette échelle-là. Oui, on a besoin d'une réelle gestion intégrée de l'eau et tout le monde devrait se sentir visé par cette question-là. Alors, bien, quelques mots-clés, quelques expressions-clés qui vont être utiles, qu'on va retenir. Marie Larocque, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de casser la glace, d'être la première de cette série, dans cette série d'entretiens présentée par l'Institut des sciences de l'environnement. Je vous rappelle que Marie Larocque, qui a été formée en génie civil, est professeure d'hydrogéologie depuis 2000 au département de sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'UQAM. Merci infiniment, Marie Larocque. Merci beaucoup, Catherine. À très bientôt.